Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, on est de retour, nouvelle semaine donc sur Sud Radio et alors rencontre avec un combattant. Alors d'ailleurs, mais on va en parler, il reprend des sigles de la résistance française de la Deuxième Guerre mondiale. Son combat, c'est pas la relocalisation. Avant cela, c'est essayer déjà de soutenir les usines qui existent, mais on va voir ça. Gilles Attaf donc sera notre premier invité. Et puis après, un sujet qui me tient vraiment à cœur, ce qui est en train de se passer sur la 5G. Moi, je trouve que on ne doit pas ridiculiser ceux qui expriment une forme de défiance autour de cette technologie. Mais on va voir ça, c'est parti. Donc, les avoir bien accrochés. Faire preuve de courage entrepreneurial. Voilà, on va dire les choses de manière correcte. Gilles Attaf, bonjour Gilles. Bonjour. Alors pour le coup, tu fais preuve de courage entrepreneurial depuis combien de temps est-ce que tu te bats? J'ai l'impression que je t'ai toujours connu en train de te battre pour le Made in France, pour le prêt-à-porter, la confection, le textile. Comment t'appelles ça d'ailleurs? Oui, une industrie textile Made in France aujourd'hui. Bien sûr. La confection française, c'est le terme exact. C'est que tous ces acteurs qu'on a un peu oubliés, mais qu'on a de nouveau un peu mis sur le devant de la scène pendant le confinement, on s'est aperçu que finalement même la filière textile pouvait être une filière stratégique, parce que on nous a demandé de fabriquer des masques en urgence. Donc c'est intéressant de se dire que finalement les filières stratégiques sont pas seulement celles qu'on croit au départ les plus faciles à trouver, les plus évidentes. Absolument. Est-ce que mais enfin, donc on va parler de ta dernière aventure, mais tes multiples aventures industrielles pour essayer de maintenir. Alors c'est quoi? C'est à bout de bras une usine qui est à Limoges, c'est ça, Gilles? Oui, c'est une usine qui est à Limoges qui existe depuis 1962, qui a eu effectivement ses heures de gloire dans les grandes années du textile, parce que faut savoir que Limoges a été un endroit assez important pour la confection française. On parle toujours du nord de la France, mais c'était un bassin au-delà de la porcelaine aussi important. Donc c'est une unité de production effectivement que j'ai soutenu pendant des années, pendant une vingtaine d'années, sur les savoir-faire. Exactement. Alors d'abord c'était la marque Smuggler, c'est ça, Oui, c'est ça. Oui, j'ai dirigé pendant une vingtaine d'années la marque Smuggler avec beaucoup d'enthousiasme d'ailleurs, parce que c'est une marque que j'ai beaucoup aimée, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé sur la réindustrialisation de la France, puisque c'est un de mes sujets favoris. Bon, comme tu le disais, moi je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Tu me demandais depuis quand je suis dans le Made in France, mais je suis à l'obélisque. Mais c'est ça le sujet, Gilles. T'es dans le Made in France ou t'es dans la confection et le fait de faire des chouettes costumes et d'essayer de les vendre? Enfin, alors, pourquoi est-ce que ce serait deux business qui vont ensemble forcément? C'est un préalable. Déjà, il faut qu'ils soient beaux pour les vendre. Donc, le Made in France, c'est un plus. Enfin, beau et pas trop cher. Beau, pas trop cher et de qualité. Non, moi, si tu veux, j'ai toujours été traumatisé par la perte des savoir-faire. En fait, moi, je me suis toujours dit que lorsqu'une filière disparaît, c'est très difficile de la relocaliser une fois qu'on a perdu ses savoir-faire. Donc, en fait, moi, j'ai toujours été traumatisé par les filières qui disparaissent. Moi, j'ai connu ces belles pépites du nord de la France qui ont été trustées par des gros groupes et qui après ont été démantelés. Aujourd'hui, on peut plus trouver, par exemple, du textile, de la laine haut de gamme en France pour fabriquer des costumes. Moi, je fabrique des costumes avec ma nouvelle marque Belleville, dont on parlera tout à l'heure. Oui. Cette marque qui me tient beaucoup à cœur, parce que tu parlais de d'où je viens. Non, mais attends, tu parles de quoi? Tu parles de Boussac, par exemple, repris par LVMH, qui fait LVMH. Tu peux pas. Enfin, d'abord, il y a énormément de Made in France fait par LVMH. Simplement, il est fait différemment. C'est des ateliers de confection qui font des trucs hyper luxueux, hyper riches, hyper chers, mais qui font du bien à notre commerce extérieur. Mais enfin, il y a une mutation normale là-dessus. Il y a une mutation normale, et moi, encore une fois, je suis pas un ayatollah du Made in France. Moi, je me dis qu'il faut toujours raison garder. Ce que je veux, c'est qu'on puisse encore garder des savoir-faire en France, que le consommateur ait le choix, et que aussi on puisse que les territoires puissent continuer à vivre avec des savoir-faire anciens. Je veux dire, c'est ça aussi un des sujets. On reviendra peut-être à mon. Et tu te sens investi d'une mission. Oui, moi, je me sens investi. Tu te sens investi d'une mission alors. Mais bien sûr, parce que encore une fois, relocaliser. Alors c'était un discours que je tenais avec Arnaud Montebourg. On n'était pas d'accord sur les relocalisations. Moi, je disais, avant de relocaliser, occupons-nous des entreprises qui n'ont pas délocalisé et qui ont encore des savoir-faire et qui sont sur les territoires. Quand on voit la difficulté qu'on a aujourd'hui à réindustrialiser les territoires, qu'on voit la difficulté que l'ascenseur social reparte, tout ça, c'est un sujet qui me tient à cœur, effectivement. Alors moi, je le fais au niveau du textile parce que c'est mon métier. Mon papa était culottier, donc j'ai toujours travaillé là-dedans et j'adore ça. C'est pour ça que culottier. Voilà, mon papa fabriquait des culottes, donc des pantalons. À Belleville, justement. À Belleville, justement, dans son atelier. Et donc c'est
quelque chose que j'ai toujours voulu porter à bout de bras. Mais c'est important de se dire. Attends, on va revenir là-dessus, mais il faut dire un mot donc de cette marque Belleville. Donc c'était Smuggler. Smuggler est racheté par un autre entrepreneur. Oui, tout à fait, qui existe encore. Mais qui lui part au Portugal. Tu peux pas te dire à un moment, oui, le gars, bon d'abord le Portugal, on est quand même en Europe, et puis bah oui, à un moment pour la compétitivité de mes costumes, je peux plus lutter. Non mais moi je te dis encore une fois, je remets pas en cause le fait qu'on puisse délocaliser. Alors dans un périmètre assez court, parce que on peut aussi parler de l'empreinte carbone, ce côté écologique aujourd'hui. Il faut que la rotation des collections qui doit être rapide. Rapidement, il faut savoir que 80% du lin on produit dans le monde, c'est la France qui produit le 80% du lin, ça part en Chine et ça revient en France. Hein. Donc voilà, c'est des éléments qu'il faut quand même avoir. Voilà, 80% du lin. Notamment en Normandie, c'est ça. En Normandie, absolument. Grosse production de lin. Et il part en Chine pour être conditionné et il revient en France. Voilà, exactement. Aujourd'hui, on a plus de filature de lin en France. Alors il y a des gens qui se mobilisent, qui recréent des filières. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, encore une fois, qu'on délocalise, oui, bien sûr. Encore une fois, ça peut être un choix. Moi, c'est pas mon choix. Moi, mon choix, c'est de continuer à garder ses savoir-faire, parce que moi, je suis intimement persuadé que le consommateur, il a envie de consommer mieux aujourd'hui, des produits de qualité, de savoir d'où ils viennent, comment ils sont fabriqués, dans quelles conditions. Et que ça, c'est un vrai. Je te suivrai pour une tomate. Je sais pas si je peux te suivre pour un costume. Eh ben, écoute, tu verras que je pense que il se passe quelque chose en ce moment. On sent que le consommateur a envie de consommer des produits qui durent. Alors, moi, j'ai une formule qui est un peu facile, mais que j'aime bien. C'est achète chinois, achète 3 fois dans notre métier. Et donc cette formule, peut-être, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais un produit fabriqué en France, mais il y a pas de costume dans nos chinois. territoires, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Des costumes chinois, énormément de grandes marques qui délocalisent et font des coefficients indécents, parce que le consommateur s'y retrouve pas. Ils sont en Tunisie, ils sont au Portugal, ils sont en Chine. Ils sont en Asie. Aujourd'hui, ils sont même en Éthiopie, ils sont au Bangladesh. Enfin, ils sont très loin. On a été très loin. Et aujourd'hui, on essaie de comprendre pourquoi on a ces problèmes. Le temps tourne très vite. Donc 2 minutes sur Belleville, et puis ensuite, on va raconter justement tes forces françaises de l'industrie. Donc Belleville. Donc tu lances, comme Smuggler est parti au Portugal, tant pis. Moi, je retourne dans mon usine de Limoges. Voilà, je lance une nouvelle marque de costume. Il y a une nouvelle usine à Limoges qui s'appelle France Manufacture, qui est repartie après l'arrêt de l'ancienne usine. Et donc moi, j'ai décidé de remonter une marque avec toutes les valeurs que je porte depuis, comme tu le dis, depuis de longues années, sur la qualité, le savoir-faire, la réactivité, la souplesse. Enfin, un produit plein d'affect en fait. Belleville, c'est un produit plein d'affect. Quand vous allez venir acheter une veste, un costume, un pantalon chez Belleville, il y a tout un environnement. D'ailleurs, à tel point que dans la boutique, c'est une boutique complètement hybride où je vais vendre aussi des meubles vintage. Tous les meubles seront à vendre dans la boutique. Et comme on se refait pas, je suis déjà au 9 rue Française dans le 2e arrondissement. Donc tu vois, on se refait pas. Non, mais c'est intéressant parce qu'il faut réinventer le retail aussi. C'est-à-dire que il faut les faire les costumes et puis après il faut les vendre et les vendre. Bon, donc cette histoire de force française de l'industrie. Donc, je sais pas si tu peux montrer ta doublure. D'ailleurs, est-ce que tu peux montrer? Est-ce qu'on peut le voir? Tourne-toi un peu. Voilà. Donc ça, c'est les doublures bleu, blanc, rouge. C'est du blanc derrière. Voilà. D'ailleurs, t'as la chemise blanche, ça va très très bien. C'est un peu chaud quand même d'appeler. Donc les FFI, mesdames, messieurs, Force française de l'intérieur, la première des résistances, etc. Et donc toi, c'est Force française de l'industrie. T'assumes le... Ah ouais, complètement. Moi, j'assume complètement. D'avoir repris comme ça l'acronyme. Ouais, chargé d'histoire. Ouais, mais c'est chargé d'histoire. Mais quelle histoire? L'histoire, c'était à l'époque de rassembler toutes les bonnes volontés, tous les activistes pour un projet fabuleux qui était la libération de la France. Et les Forces françaises de l'industrie, c'est qu'on rassemble tout le monde autour d'un beau projet qui est quand même la réindustrialisation des territoires. Parce qu'en fait, c'est ça le sujet aujourd'hui. On a parlé des Gilets jaunes, on a parlé... Et donc c'est un fonds d'investissement, un peu comparable à celui que fait BPI d'ailleurs. Alors, pas seulement. Alors, on va revenir sur la BPI parce que c'est un sujet super intéressant. En fait, c'est pas les FFI en tant que tel. C'est qu'on a un véhicule d'investissement qui s'appelle le FTF. Voilà, le French Touch Fund, et qui est un petit véhicule d'investissement. On va pas dire que c'est un fonds, mais on commence à investir 100 millions. dans des marques. Non, beaucoup moins que ça. Ah, beaucoup moins que ça. Pas encore, bientôt, j'espère. Ah non, c'est BPI qui veut 100 millions. C'est la BPI, oui. Non, je l'ai pas encore. Mais oui, mais t'as des startups qui enlèvent 300 aujourd'hui. Donc tu te dis 100 millions, pour 100 millions, t'as plus rien. C'est clair. Voilà. On n'est pas encore à ce niveau-là, mais on accélère des petites marques françaises avec des savoir-faire et des choses intéressantes.
intéressante. Qu'est-ce que tu voulais me dire sur BPI? Alors la BPI, moi je trouve ça super intéressant parce que un des objets des FFI, c'est de porter des valeurs et de faire des propositions. Et justement, le fonds qui vient d'être lancé par BPI. On le dit d'un mot, 1500 lignes sur lesquelles votre argent, c'est-à-dire l'argent des épargnants, peut être investi en direct dans des PME et dans des ETI, sans garantie de capital et avec, alors je crois que c'est 5 ou 6 ans avant de... C'est ça. Il n'y a plus de liquidité, c'est pas de l'assurance vie, quoi, c'est du vrai investissement, mais sur 1500 lignes gérées par la BPI, franchement, les risques sont ultra limités. Et alors en quoi tu trouves ça génial? Je trouve ça génial parce que ça fait partie des sujets qu'on a portés nous avec les FFI. Le but des FFI, c'est aussi de donner des propositions, de porter des choses. Et le refléchage de l'épargne des Français vers les PME, c'est quelque chose que on portait nous lié au territoire, parce qu'on pense qu'en plus c'est plus facile d'investir près de chez soi dans une PME parce que on la voit grandir et donc quelque part on a l'impression de participer à quelque chose d'intéressant. Donc je trouve ça génial. Et donc ça, un des objectifs des FFI, c'est d'être pas un lanceur d'alerte, mais de donner des pistes. Alors j'espère que le Small Business Act à la française que j'aimerais porter, mais quelque chose d'aussi. Le problème, Gilles, tu sais, c'est qu'on est drogué à l'assurance vie. C'est-à-dire, l'assurance vie est un tel produit. En fait, ça ne devrait pas exister, quoi. L'assurance vie, fonds en euros, garantie de capital, liquidité absolue. T'as quand même un petit pourcent dans un coin qui te permet de... Et ça va être compliqué. Je ne sais pas si tu te souviens, mais PSA Bank, il y a 3 ans, avait fait une promesse comparable aux épargnants, avec un rendement qui était très très intéressant. Bon, tu vas grappiller quelques millions, mais t'arrives pas à tirer il y a 1700 milliards sur l'assurance vie, bon Dieu, on aurait de quoi en faire des usines à Limoges. Exactement, et tout à fait, des usines à Limoges, dans tous les territoires, et surtout de relancer l'ascenseur social, aussi, ça fait aussi partie de mes petites marottes à titre personnel. Ça fait longtemps que je dis que l'usine, c'est un formidable outil de relance de l'ascenseur social. On peut commencer en bas de l'échelle. Pour toi, on n'est pas obligé d'être une start-up pour faire carrière dans la vie. Gilles, est-ce que tu parlais de Montebourg, qui avait beaucoup de défauts, mais qui au moins sur ce sujet-là portait un discours cohérent. Est-ce que depuis 15 ans, ça doit faire 15 ans que tu te bats pour cette... Tu as vu les responsables politiques évoluer? Nous, on a entendu leur discours évoluer. Maintenant, ils te parlent d'usines et ils te parlent de relocalisation, ou en tout cas de maintien des emplois industriels. Est-ce que dans les faits, il y a quelque chose qui change? Ouais, je pense qu'il y a vraiment une vraie... on sent qu'il y a une prise de conscience. Je veux dire, moi, j'ai, comme tu le dis, bien connu les politiques qui venaient me voir au moment des élections présidentielles pour me dire, oui, le Made in France, c'est important, puis après, on n'entendait plus parler du tout. Aujourd'hui, on sent... Il y a vraiment une vraie prise de conscience. Les acteurs ont compris. La crise des Gilets jaunes a aussi beaucoup participé à cette problématique de réindustrialisation. On s'est aperçu que les territoires étaient abandonnés et que les usines, c'était le meilleur moyen de relancer ça. Donc on sent qu'il y a une vraie prise de conscience. Il y a des choses qui vont dans le bon sens. Enfin, c'est pas à toi que je vais dire l'impôt production. La baisse des impôts de production. La baisse des impôts de production, c'est un élément essentiel pour la compétitivité. Tiens, j'aurais dû d'ailleurs. Je suis preneur parce qu'à mon avis, tu vas pas pouvoir me le dire là. Mais sur un costume, j'en sais rien, moi, un costume qui fait, je sais pas quel va être le prix de tes costumes, on va dire 500-600 euros, allez, dans ces eaux-là. La baisse des impôts de production, ça te fait gagner combien? Tu vois, les 10 milliards, mais c'est un chiffre que j'aimerais bien avoir. Ouais, et donc, si tu peux je te le donnerai, bien sûr, avec grand plaisir. Pas de souci. Parce que ça peut être intéressant. Oui, bien sûr, mais c'est des sujets qui me semblent essentiels aujourd'hui, en tout cas. Bon, écoute, longue vie à Belleville, alors. Merci beaucoup. Mais c'est pareil, si t'arrives pas à le faire en France, tu n'imagines pas le faire ailleurs qu'en France? Non, j'imagine pas, parce que c'est quelque chose que je porte en moi. J'ai toujours aimé la fabrication française, j'ai toujours aimé les savoir-faire. Moi, ce que j'aime, c'est aller dans les usines, j'aime discuter avec les gens. Je trouve que c'est un endroit incroyable. Une usine, c'est un melting pot où les gens se retrouvent, où on échange. Enfin, c'est pas un gros mot, une usine, parce qu'il y a quelques temps, on avait un peu l'impression que quand on parlait d'usine, c'était un gros mot. Alors, il faut aussi qu'il y ait de l'éducation. Il faut que les jeunes aussi reviennent dans les usines. Alors, un autre sujet, c'est l'alternance. On n'aura pas le temps d'en parler, mais voilà, l'alternance, c'est un sujet pour moi essentiel pour la réindustrialisation. Et tu vas faire des masques? J'ai fait des masques déjà. Belleville a fait des masques. Bien sûr, il y a des très beaux masques Belleville, brodés Belleville, mais je préférerais vous habiller en veste, costume sur mesure, Belleville. Plutôt qu'avec des masques. Voilà, je vous attends 9 rue Française dans le 2e. Vive les vendeurs. Gilles Attaf, donc, fondateur de Belleville. Merci Gilles. Et maintenant, la 5G au programme. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.
On repart les amis avec Léonidas Kalogeropoulos, donc délégué général. Alors pour l'occasion, je dis délégué général d'Alternative Mobile, mais vous êtes beaucoup de choses. Alternative Télécom. Voilà, Alternative Télécom, vous êtes beaucoup de choses, Léonidas. Non, parce que moi, le sujet de la 5G est un sujet qui m'intéresse au plus haut point, et je suis peut-être pour ceux qui ont l'habitude de nous regarder à front renversé par rapport à ce qu'ils pensent. Je crois, Léonidas, et je voudrais ton sentiment là-dessus, que le président de la République a fait une erreur quand il a ridiculisé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, l'ensemble de ceux qui s'inquiètent pour une raison ou pour une autre de la 5G. Comment est-ce que tu regardes ce sujet-là ? Alors, c'est un sujet industriel majeur. On ne va pas considérer que c'est un gadget, c'est un élément essentiel pour l'industrie des télécoms. Et moi, je représente une association qui est celle des opérateurs alternatifs. On a demandé durant des années que, dans le cas des appels d'offres qui viennent de passer, dans les cas des enchères, il y ait des engagements pris pour accueillir des opérateurs alternatifs, ce qu'on appelle des on va en parler. Mais là, pour tous ces acteurs-là, c'est un enjeu industriel de développement dans l'énergie, dans les transports aériens, dans énormément de sujets, dans le médical fondamental. Et donc, j'entends que des questions ont été posées. Non, mais alors rebondissons sur le truc. C'est le truc qui... Et donc, partout, j'ai vu, le chirurgien pourra vous opérer à distance. Non mais mon pote, mais la simple consultation à distance, déjà, on l'a fait à peine. Il a fallu le choc Covid pour qu'on fasse des consultations à distance. Et peut-être que dans 10 ou 15 ans, un chirurgien nous opérera à distance grâce à la 5G, et encore, j'en sais rien. Le sujet, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une confrontation entre un certain nombre d'angoisses qui sont en train d'entourer la tech. C'est un autre sujet, oui. Et puis la réalité de la vie des gens qui ne va pas être bouleversée par la 5G, me dit pas le contraire, Léonidas. Voilà. Non, simplement, Stéphane, ceux qui aujourd'hui critiquent la téléphonie mobile travaillent à longueur de journée pour critiquer la téléphonie mobile avec leur téléphone mobile. Tu fais pareil, tu brocardes. Non, je voudrais aller au sujet que tu veux aborder, et on va l'aborder. Je veux simplement dire que j'entends qu'à un moment donné, on ait dit, il y a des débats que l'on peut avoir, mais il y a quand même un enjeu industriel et on va pas revenir à la lampe à huile. Je crois que le sujet n'est pas technologique, je crois qu'il est sociologique, voire politique. Voilà l'histoire. Non mais tu as certainement raison, mais tu as certainement raison surtout de constater que nous ne faisons pas suffisamment de notre travail, et heureusement qu'il y a des médias comme Bismart qui le font, qui consiste à expliquer aux Français ce que de nouvelles technologies vont pouvoir leur apporter. On ne l'a pas fait suffisamment. Ça va trop vite. Moi, je suis pas dedans, je suis complètement exclu de vos mouvements. Ça va m'emprisonner, ça va prendre mes données personnelles, ça va influencer mon vote. Je ne sais pas ce que vous faites, vous, l'autre monde. Et surtout, vous vous en foutez plein les poches. Et moi, je vais devoir encore payer plus cher pour un truc qui fondamentalement ne sert à rien. Voilà tout ce qu'on entend, plus l'agrandissement, alors pardon, c'est pas le mot, je ne le trouve pas, de la fracture digitale entre ceux qui y ont droit et ceux qui n'y ont pas droit, ceux qui sont dans le mouvement, ceux qui ne sont pas dans le mouvement. C'est tout ça que je ressens moi dans cette histoire. Alors, je pense que toutes ces angoisses-là sont effectivement présentes dans cette histoire, et il y a vraisemblablement une part d'implication que les opérateurs, que les acteurs industriels ont comme responsabilité d'engager, qui est d'aller expliquer, d'aller au-devant de ces angoisses, d'aller essayer de les surmonter, d'aller constater d'ailleurs qu'un certain nombre des angoisses qui s'expriment aujourd'hui s'exprimaient sur la 3G, sur la 4G, et s'expriment aujourd'hui sur la 5G. Avec cette ampleur, Léonidas ? Avec la même ampleur. Le démantèlement des antennes et tout ça, on l'a vu. 23% des gens seulement qui considèrent que c'est un signe d'espoir. Tu crois que tu avais ça pour la 4G ou pour la 3G ? Oui, tu avais des activistes. Oui. Mais j'ai l'impression qu'on est au-delà des activistes. Je pense que la question des activistes, elle tient notamment au fait que la technologie à laquelle les Français ont accès aujourd'hui leur semble, pour leurs besoins, j'allais dire domestiques et professionnels, être globalement, les besoins sont comblés. Et donc c'est à nous d'aller expliquer quels sont les chantiers à venir qui, eux, ne sont pas accessibles avec la technologie disponible aujourd'hui, et la raison pour laquelle on a besoin de davantage de capacités. Mais très sincèrement, les opérateurs aujourd'hui, ils ne s'en mettent pas plein les poches. Les opérateurs sont en train de dépenser énormément d'argent, et on a vu un certain nombre d'entre eux qui ont dit c'est prématuré, n'allons pas mettre tout cet argent tout de suite. Il y a des gens qui n'en peuvent plus qu'on leur dise depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, si on veut rester dans la course mondiale, vous n'avez pas le choix, il faut faire comme on vous dit.
Non, c'est pas vous. Non, C'est en ça où mon sentiment, c'est que ça dépasse la 5G, la technologie, les télécoms et tout ça. J'entends. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et d'abord, la première chose qu'il faut entendre, c'est quand Stéphane Soumier, qui est quand même à l'écoute de Non. le dit, c'est qu'il y a une. Non, mais je veux dire par là que c'est exact, c'est ça qui est exprimé. Ouais. Ce qui est très clairement exprimé, c'est j'en ai assez que l'on m'ait totalement dépossédé de ma capacité à décider collectivement. Donc finalement, on m'avait dit, il y a des experts, on s'occupe de tout, fermez vos gueules et tout ira bien. Ça, c'est vrai que ça peut pas durer. Je comprends la posture. Il nous reste quelques secondes, parce que nous, on laisse du temps, mais ça fait quand même 12 minutes qu'on se parle. Et c'est un honneur. Sur la question des amis, je pense qu'il y a juste une chose que je peux comprendre, qui est de dire à un moment donné, non, stop. Il faut pas laisser croire que parce qu'il va y avoir un débat, on va arrêter à un moment donné la marche de l'histoire. Donc il y a des débats, il y a des choses sur lesquelles on peut infléchir le cours des choses, mais cette phrase, je crois qu'elle consistait à dire à des forces politiques, non, on ne va pas revenir en arrière, on ne va pas aller à la décroissance, on ne va pas faire l'apologie de la lampe à pétrole et de la diligence parce que la modernité pose des problèmes. Qu'on pose des problèmes, qu'on les regarde et qu'on les traite de manière éclairée, certes, mais pas le retour en arrière. De ce point de vue-là, je trouvais que c'était une manière de siffler la fin de la récréation. Léonidas Kalogeropoulos, le délégué général d'Alternative Télécom. On se retrouve demain pour d'autres vraies voix sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.